Nous démarrons donc la causerie matinale. Merci d'être toujours des nôtres ce matin, toujours nous accompagner. Merci. Et nos invités sont déjà sur place. Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour, monsieur Sossou. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là une fois encore ce matin. Sylvain Etchou, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous. Sylvain Etchou, journaliste, enseignant d'abord, et puis journaliste. Merci d'être là. Nous aurons un troisième qui va nous rejoindre, Donald Arrossi, qui va nous rejoindre d'ici là. Vous savez, en début de semaine, l'Assemblée nationale était donc en plénière pour l'adoption. Il y a la loi sur la création, le fonctionnement et la gestion donc des entreprises d'État. Tout est revu, un nouveau cadre désormais pour cette gestion. C'est là le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Cette loi a été votée à l'unanimité, donc à l'Assemblée nationale, la loi 2020-20, pour dire la loi 2020-20. Et donc nous allons en parler, monsieur Mathias Sossou. Voilà, désormais un nouveau cadre de gestion pour les entreprises d'État qui autrefois étaient, disons, très mal gérées parce que c'était pour l'État, certainement. Oui, les députés, s'ils se retrouvent pour voter ou pour réorganiser un système, c'est parce que ils auraient constaté que ça ne va pas, qu'il y a mal donne. Donc, je crois que leur assise en début de semaine a contribué quand même à faire quand même un choix et poser un acte de qualité, parce que la création des entreprises au Bénin laisse à désirer, parce que les gens qui se lèvent, pourvu qu'ils aient un parent quelque part dans l'administration, ils se lèvent pour créer des entreprises, et puis le temps que ce parent tue à ce poste, et quand le parent disparaît, ils n'ont plus de marché, l'entreprise aussi disparaît. Alors que ça doit être quand même une entreprise pérenne, en principe, ça doit durer dans le temps, au moins 100 ans, s'il faut le dire ainsi, parce qu'il y a des tests qui prévoient quand même la disparition des entreprises si ça fonctionne normalement. Donc, compte tenu de certaines contraintes, les gens y créent seulement la sauvette, et puis après ça disparaît avec le temps. Et je crois qu'avec les nouvelles réformes que les députés viennent d'opérer au niveau de l'Assemblée par le vote de cette loi-là, je crois que ça doit quand même aider un peu les entrepreneurs qui créent à prospérer. Surtout les sociétés d'État, entreprises d'État. Sylvain Etchou, est-ce que cette loi est opportune aujourd'hui? Elle est tombée à point nommé, comme on le dit. Je crois que c'est bien dit, c'est une loi qui vient au lendemain, souvenez-vous de la mort de la Sonacop, un événement qui, loin d'être un événement heureux, parce que c'est une société d'État, c'est des travailleurs qui se retrouvent à la maison, mais qu'est-ce qui a conduit à cela? Parce que certainement, il y a une mauvaise gestion de la société, parce que certainement, la société n'a pas donné ce que ça devait donner depuis des années. Et donc, si aujourd'hui, nos parlementaires se retrouvent pour recadrer le fonctionnement, la gestion de ces entreprises d'État, je trouve que ça vient corriger un mal qui a gangréné la société béninoise depuis des années. Parce que, avouons-le, depuis le colon au lendemain de l'indépendance, quand les nationaux ont pris la rêne de l'État, c'est une gestion qui est désormais axée sur de telles pratiques où, quand tu es directeur de société d'État, c'est une vache à lait qui se retrouve au sein de la famille, au sein des parents et alliés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tirant leçon de tout ce qui s'est passé depuis 60 à aujourd'hui, et puis il y a un gouvernement qui vient mettre un peu plus de l'ordre dans le désordre, parlant des sociétés d'État qui ont été mal gérées durant des années, et qu'aujourd'hui, les parlementaires se retrouvent pour pouvoir mieux cadrer, parce qu'ils se sont basés sur la loi, sur les réglementations de loi, justement, pour pouvoir donc cadrer tant soit peu ce qui se fait dans le privé, qui marche. Quand nous
faisons une petite comparaison des sociétés d'État avec les sociétés privées, on voit qu'il y a une bonne gestion, il y a une certaine orthodoxie financière qui se retrouve dans ces sociétés privées que nous voulons implémenter cette fois-ci dans les sociétés publiques. Donc je crois que ça vient en temps opportun. C'est pourquoi je faisais allusion tout à l'heure à la disparition de la Sonacop qui vient sonner comme qui vient tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, il y a quelque chose à corriger au sein des sociétés d'État pour que désormais, pour que dorénavant on puisse constater que oui, il y a une gestion axée sur des règles sur l'OADA bien sûr, mais implémentées dans les privés qui marchent et donc ramener dans les sociétés d'État pour que, in fine, ce qu'on veut, c'est la bonne gestion, c'est le rendement, c'est le développement du pays. Et si ça passe par là, je crois que c'est à saluer. Très bien. Mathias Ossou, comme Sylvain l'a dit, il y a eu des sociétés qu'on connaissait qui ont fait, bien sûr, des sociétés d'État qui ont fait la gloire du Bénin. Dans le temps, quand je prends l'exemple de la Sobemac, Sobepar, Sonafel, Sonapal, etc., etc., ces sociétés qui autrefois ont véritablement fonctionné à un moment donné et ça semblait complètement. Et du fait de la mauvaise gestion, parce qu'on se dit que c'est pour l'État, c'est pour nous tous, il n'y a véritablement pas une orthodoxie, un cadrage financier digne du nom, et donc on verse dans la liquidation, dans la désinvolture totale. Oui. Ces sociétés qui ont fait leur temps et ont disparu encore dans le temps, je ne dirais pas que c'est parce qu'il y a eu de mauvaise gestion. C'est d'abord la constitution de ces sociétés-là qui a posé problème. Vous allez me dire que la Sonacop, par exemple, qui est vendue aujourd'hui, est mal gérée parce que... Pas vendue. Qui est elle libérée. Était vendue, qui est revenue dans le bureau de l'État. Maintenant, c'est libéré, je crois. Donc, c'est quand même une société qui doit normalement prospérer, puisque les vendeurs à la sauvette, en tout cas de l'essence prélatée ici, est senti quand même à bon compte. Et pourquoi la structure d'État qui est chargée de fournir maintenant le carburant à la population doit quand même sombrer. Je pense que c'est dans l'organisation même, les tests qui ont régi l'organisation, le fonctionnement même de cette société qui font que le truc n'arrive pas à tourner normalement. Il y a par exemple les procédures d'acquisition des produits, en tout cas qui doivent mettre en vente au sein de la société, qui font problème. Parce que quand quelqu'un qui est à la tête d'une société doit suivre une procédure normale, administrative, et respecter les orthodoxies financières pour une acquisition de marchandises, je crois que ça met du temps. Ça parcourt un long chemin et en fin de compte, ça met du temps et ça fait retarder le fonctionnement de ces genres de sociétés. Et ça fait que les gens, ils avancent même à reculons, je dirais, parce qu'ils n'évoluent pas. Ces sociétés, aujourd'hui, qui se retrouvent sur la plaque, je dirais que c'est des sociétés qui ont été mal constituées et après, leurs modes de fonctionnement ont été mal constitués également et ça a donné maintenant des parchemins, en tout cas des voies à ces directeurs, à ces gestionnaires qui ont été chargés maintenant de les faire fonctionner, d'en profiter pour faire des malversations et c'est ça. Donc si aujourd'hui les députés en arrivent à regarder dedans dans l'organisation de ces genres de sociétés, je crois que c'est pour corriger un certain nombre de choses. Parce que on ne comprend pas qu'une société qui est créée par l'État, qui est gérée par l'État, puisse sombrer alors qu'une société privée qui est gérée par un individu avec ses capacités puisse prospérer. Alors que c'est la chose publique et on doit respecter quand même à la chose publique. Je ne comprends pas qu'il y ait de ces genres de choses alors que quand même la société qui est créée par l'État est faite pour générer quand même de bénéfices, de gros bénéfices pour l'État et c'est une seule personne qui s'en tire bon compte. Alors il y a la nouveauté dans la loi 2020-20 qui a été votée. La nouveauté c'est que les directeurs
les DRFM autrefois, qu'on appelait DRFM aujourd'hui, directeurs des finances, ne seront plus nommés comme cela se fait comme auparavant. Ils seront mis là sur appel à candidature. Bien sûr, parlant des directeurs, ils sont toujours nommés en conseil des ministres, mais cette fois-ci assorti d'un cahier des charges, qui, quand ils vont pouvoir bien accomplir leur mission, quand ils vont pouvoir bien remplir ce cahier des charges, c'est ce qui va permettre de renouveler leur contrat en son temps, de renouveler leur poste en son temps. Par rapport au directeur des DAF, directeurs administratifs et financiers et tout, ils sont beaucoup plus à appel à candidature. Oui. Et ça court depuis un certain moment sous ce régime où il faut... pour ces postes stratégiques-là au sein de nos sociétés, qu'on fasse appel à candidature, qu'on fasse l'étude de la moralité, de parcours de ces personnalités-là, parce que bien sûr, tirant leçon de tout ce qui s'est passé, où les DAF sont des... Quand vous arrivez à être nommé DAF, quand vous arrivez à être nommé DRFM au sein d'une société d'État, c'est que vous êtes bien. Ça a été le cas récemment au Bénin. Donc, c'est tirant leçon de tout ça qu'on a dû ramener un peu de l'ordre. On a dû durcir un peu le processus de nomination de ces cadres stratégiques-là, pour pouvoir permettre que, pour arranger un tant soit peu la gestion de ces entreprises, pour arranger un tant soit peu la gestion, l'orthodoxie financière qui doit régir ces entreprises-là. Donc, parlant des directeurs généraux, c'est toujours un conseil des ministres, mais cette fois-ci, ils ont des cahiers de charges et c'est... en remplissant, en faisant des bons qualitatifs et quantitatifs au niveau de leur société dont ils ont la charge, qu'ils vont pouvoir donc bénéficier d'un renouvellement de contrat, d'un renouvellement de confiance, et pour pouvoir donc conduire encore ces sociétés d'État. Je crois que c'est des innovations qui viennent un tant soit peu appuyer la bonne gestion qui accourt depuis un temps soit peu à la tête de l'État, parce qu'il faudrait que ce qui se fait à la tête de l'État puisse être implémenté sur nos sociétés d'État, afin que l'intérêt, à la fin c'est ça quoi, l'intérêt de la nation, ça doit être privilégié, l'intérêt de la nation doit être sauvegardé, et donc les gardiens, que ce sont les directeurs généraux, que ce sont les directeurs financiers et tout, donc ce sont ces gardiens-là doivent pouvoir gérer, bien garder l'intérêt de la nation. Je crois que nous devons saluer ces députés qui ont pu mettre, parce que quand la loi a été proposée par le pouvoir, ils n'ont pas marché sur les mots avant d'aller étudier, voir les bien fondés de ces des trucs là, pour pouvoir donc permettre à ce que l'État puisse entrer en conformité avec les réglementations en vigueur, parlant de bien sûr de l'OADA, pour que la gestion puisse être des bonnes au sein de nos sociétés d'État. Très bien. Il y a aussi une nouveauté, et ça c'est toujours bien d'en parler. Désormais, il y aura un conseil d'administration de 3 à 7 membres pour diriger donc la société, c'est-à-dire donc le directeur et les directeurs centraux ne pourront plus décider seuls. C'est le conseil d'administration, et c'est sûr que ce conseil d'administration ne sera pas composé de n'importe qui. C'est des gens qui ont de l'expérience et qui ont fait leur preuve un peu partout. Oui, la nouveauté qui doit avoir normalement, ça doit être sur la désignation, le mot de désignation de ces membres du conseil d'administration. Sinon que les anciennes sociétés, en tout cas, qui ont fleuri et qui ont terni encore leur image dans le temps, ils avaient ces sociétés plutôt... Ils avaient quand même de bons cadres. De bons cadres et de membres de conseil d'administration. Vous ne me direz pas que la SBU n'a pas de conseil d'administration. Sonacop n'a pas de conseil d'administration. Cette fois-ci, c'est le nombre cette fois-ci. Le nombre importe peu. De 3 à 7 au lieu de le nombre 7 à importe 15. peu. C'est la manière, en tout cas les conditions pour chacun de faire partie de ces membres de ce conseil d'administration-là, qui doit quand même déterminer le sérieux qui doit se faire à ce niveau, parce qu'il ne suffit pas d'être désigné, en tout cas tel que ça se passe désormais dans notre pays. Je crois qu'il y a quand même les garde-fous pour qu'il n'y ait pas de désordre dans ces désignations. Parce que par le passé, c'est des amis politiques qu'on désignait, qu'on mettait à la tête de ces conseils d'administration pour leur donner à manger. Et c'est ça qui fait que, arrivé à ces lieux-là, ils commencent pas à faire de copinage entre les directeurs et consorts pour organiser de vastes détournements. Maintenant qu'il y a peut-être une réorganisation
à ce niveau, les limites seront faites pour qu'il n'y ait pas de désordre. Et c'est ça surtout qu'il faut privilégier, parce que les conseils d'administration aussi, ils sont aussi comme les directeurs, hein, comme ils peuvent vous décider à la place des autres. Donc il y a le mode de désignation quand même de ces gens-là qui importe peu, et il faut mettre un point d'honneur à cela pour que cela ne soit pas quand même de n'importe qui soit désigné pour faire partie des membres du conseil d'administration. Je crois que en parlant des conseils d'administration qui vont désormais, parce que ça a été toujours le cas, le doyen le rappelait tantôt, il y a également le nombre qui m'intéresse aussi moi, parce que vous savez, par le passé c'est de 7 au moins à 15. Donc aujourd'hui on ramène ça de 3 à 7. Je crois qu'il y a, vous savez, ce n'est pas toujours la quantité qui fait la qualité. C'est pas la quantité de personnes qui entourent un conseil d'administration d'une société qui va vraiment faire la qualité des décisions, la qualité de la gestion de cette société. Aujourd'hui, de 3 à 7, au plus 7, je crois qu'il y a déjà la matière. Mieux, il y a que ceux qui vont siéger au sein de ces conseils ne seront pas des gens novices à la matière. C'est des gens qui s'y connaissent certainement dans le domaine de la société, certainement. Donc, je crois qu'il y a donc un nombre. La réduction du nombre, ça va impacter quelque chose. Mieux, il y a que, vous savez, c'est des revenus qui revenaient à toutes ces personnes-là, de sorte que il y a ceux qui animaient ces conseils, c'est des gens qui avaient la manie d'animer des meetings de soutien, qui savaient louanger le chef en son temps. Ça se passait comme cela. Mais si aujourd'hui, il n'y a plus de ces activités politiques-là, mais que l'on pense à comment réduire, parce qu'on veut quand même limiter les dépenses au sein de ces sociétés pour permettre à ce que les bénéfices puissent être importants et puis permettre à ce que ces sociétés puissent aider la caisse de l'État à développer le pays. Donc s'il faut réduire les charges en parlant du conseil d'administration pour pouvoir que les revenus puissent être meilleurs, je crois que c'est à saluer. Et réduire le nombre, quelque part, renforce quelque chose, ça rend quelque chose comme un intérêt à l'économie nationale et c'est à saluer. Il y a d'autres dispositions, si vous le permettez, par exemple, que au sein de ces sociétés, désormais, quand vous êtes directeur, vous devez avoir un cahier de charge. Quand vous êtes directeur, vous devez tout faire. C'est comme un mandat. Vous devez améliorer, vous devez travailler à ce que votre production soit meilleure au niveau que c'était quand vous étiez venu, afin de pouvoir bénéficier d'une nouvelle confiance pour pouvoir être remise en poste ou peut-être évoluer dans vos intérêts quant à vos charges que vous remplissez à la tête de cette société. Je crois que c'est des choses à saluer, c'est des efforts parce que aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un pays fermé. Nous vivons dans un pays, on parle de l'OADA, c'est sur des normes communautaires. Et donc, parlant des normes communautaires, ce qui permet ailleurs à ce que des gens puissent développer leur pays, puissent développer leur société d'État. Quand on prend par exemple la Sonacop, il y a des sociétés au Niger, au Cameroun, qui ont la même typologie, mais chez nous, ça n'a pas marché. Alors, ailleurs, ça marche. Monsieur Sossou a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, j'adhère à tout ce qu'il dit. Oui. Seulement que moi, quand j'ai parlé du nombre qui importe peu, je ne dis pas que ça peut aller jusqu'à 30 ou comme cela se faisait avant. On a limité de 3 à 7, d'accord. Mais pourvu que le rôle qu'ils doivent jouer au sein de ce conseil d'administration-là soit un rôle efficace et puis pour permettre quand même à la société de prospérer. Donc, moi, je ne dis pas que le nombre qui doit constituer un conseil d'administration doit être limité en tout cas à une dizaine ou quinzaine, seulement que le nombre qui doit rester et siéger au sein de ce conseil d'administration soit un nombre un peu raisonnable pour permettre au conseil d'administration d'évoluer et de surveiller les affaires. Parce que quand vous êtes peut-être 3 par exemple à la tête d'un conseil d'administration, il est facile de négocier entre 3 pour avoir ce qu'on veut, alors que quand vous êtes 7, il faut négocier, puis parfois il faut passer au vote pour désigner le gagnant, alors que si vous êtes 3, c'est plus facile d'avoir quand même l'adhésion de 3 personnes que d'aller à 7 ou 10, c'est juste ça que j'ai à souligner. Voilà, comme je vous l'annonçais, Donald Arrossi nous a rejoint. Donald Arrossi, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous.
Voilà, quelques minutes de retard sur le plateau, oui. Il a des imprévus qui arrivent. Très bien. Alors, donc, nous étions donc en train de parler du recadrage, de la création et du fonctionnement des sociétés d'État désormais. Oui, je pense que c'est une réforme qui est venue à point nommé parce que pendant longtemps, nous avons assisté à des sociétés d'État qui ont roulé à pète. Chaque fois qu'ils déposent le bilan, c'est-à-dire, bon, quand les financiers parlent de bilan, c'est-à-dire on parle des états financiers et le résultat est souvent négatif. Et quand vous regardez de près, vous voyez même que ce n'est pas des sociétés à temps normal, mais qui devraient quand même avoir des résultats négatifs parce que des fois, il y a des créances un peu partout et c'est à cause peut-être des politiciens qui quand même ont des contrats avec ces sociétés qui ne remboursent pas à cause de la politique, on les couvre et ces sociétés sont des fois obligées même de constituer des provisions jusqu'à 75% pour couvrir même ces créances. Le port autonome de Cotonou en a été quand même l'une des sociétés qui a vécu ce problème. Et de l'autre côté, parce que ce sont des partenaires politiques, on les couvre, on ne les touche pas. Les directeurs aussi, on les met liés parce qu'ils ont été juste nommés, on ne les a pas assignés des objectifs spécifiques. Donc je pense que... les habitudes, les compétences aussi. Les compétences parce qu'aujourd'hui aussi, le problème aussi, c'est ce que... on disait en CRIF, le désert de compétences, ce n'est pas l'homme qu'il faut qu'on nomme à la place qu'il faut. Quand vous prenez par exemple le poste d'un directeur financier et administratif, je vous dis que mais il n'est plus qu'un directeur général parce que c'est lui-même c'est lui qui fait fonctionner l'administration, que ce soit le département financier ou comptable ou encore le département financier ou comptable ou encore même l'administration, même la ressource humaine. Même. Mais si cette personne n'a pas les reins solides, n'a pas les compétences requises pour quand même donner du souffle à la société, amener les uns et les autres à atteindre les objectifs assignés, mais je vous dis, qu'est-ce qu'il ferait? Il ne ferait rien. Alors que jadis, c'est parce que vous avez eu à faire du militantisme ou à été un chef d'État, à venir au pouvoir ou peut-être à être très fort dans les matchs de soutien. Et puis, du coup, on dit, bon, c'est mon cousin, il faut le nommer ici et il va gérer. Et tu es sûr qu'il a les compétences? Oui, il va gérer. Il faut lui associer quelques éléments, il va faire le job. Et au finish, le résultat est là. On est sûr qu'il pourra assurer les arrières aussi. Il pourra assurer les arrières aussi. Donc, ce n'est pas forcément la compétence qui était à la base, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce système, on va créer de la concurrence et ce seraient ceux qui ont les compétences idoines et requises qui pourront désormais être nommés, sinon recrutés à ces postes parce qu'il s'agit désormais de recrutement. Donc du coup, c'est une sorte de concurrence et de concours qui sera fait. Donc on ira prendre le meilleur des meilleurs et lui assigner des objectifs spécifiques et donc à l'aune du temps à lui imparti et pour son contrat, on pourra le jauger pour dire est-ce qu'on peut le reconduire. Parce que si on n'a pas un système qui évalue celui à qui on a assigné des objectifs, on ne peut pas mieux évoluer parce qu'à un moment donné, il faut avoir un système qui évalue pour dire oui, nous pouvons continuer dans cette dynamique ou il faut arrêter. Donc je pense que la loi est venue beaucoup innover. Et en ce qui concerne aussi le conseil d'administration, je pense qu'entre-temps, le nombre était de 7 à 15, mais désormais c'est de 3 à 7, ce qui va permettre de rendre moins rigide ces conseils d'administration où les gens sont là plein, ils viennent juste pour émarger et prendre les pédiens, mais le travail revient à quelques-uns seulement. Je pense que désormais, avec les résultats qui les sont assignés, on aura un regard très sur ceux qu'il faut désigner pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc je pense que si vraiment on arrivait à mettre en application de façon rigoureuse cette loi, je pense que les sociétés d'État et offices d'État ont de bons jours devant. Très bien. Merci à vous. Nous allons passer au second sujet. L'autre sujet, c'est bien sûr l'interdiction de l'importation des œufs de table. Désormais, c'est fini, la pagaille, puisque depuis quelques semaines, le gouvernement, les autorités ont constaté que des œufs frelatés, des œufs incriminés sont en train d'être déversés sur le marché béninois et donc laissés à la consommation des citoyens, Monsieur Soso. Ah oui,
c'est quand même un point qu'il faut saluer parce que cette décision que vient de prendre le gouvernement est venue à point nommé pour limiter un peu les dégâts. Parce que sur le marché, je ne vais pas exagérer en disant que c'est parfois des œufs de mouton qu'on fait servir à la population. Des œufs de mouton parce que ce ne sont pas des œufs qui sont peut-être pondus par des poules elles-mêmes. C'est des œufs qui sont fabriqués peut-être dans une chambre et qui sont déversés au sein de la population. Alors que dans le même temps, le gouvernement est en train de dépenser, est en train de financer des projets des jeunes pour l'entrepreneuriat. Et il y a des jeunes qui sont en train d'être installés un peu partout dans le pays pour l'aviculture et produire des œufs de table pour la population. Et dans le même temps, même aux populations se permettent, des gens de cette société se permettent d'aller importer des œufs pour venir servir la population, alors que ce que nous produisons déjà dans le pays, en tout cas, n'est pas encore bien servi et c'est de l'extérieur. Maintenant, de quel extérieur on amène ces œufs? C'est ça la véritable question. Bon, d'aucuns me diront que c'est du Nigeria. Est-ce que le Nigeria, qui fait plus de 120 millions d'habitants, a déjà suffisamment d'œufs pour se servir, pour encore en envoyer au Bénin? On se demande où se trouvent ces fermes-là au Nigeria qui produisent ce surplus-là qu'ils déversent sur le marché béninois. Donc moi, pour le moment, je ne dirais que merci au gouvernement qui vient quand même de taper dans la fourmilière en disant un point final à ce désordre-là qui est organisé. Alors que moi, je dis la production des œufs de table chez nous au Bénin, ça prend. Ça prend parce qu'il y a des jeunes qui sont actifs sur le terrain, qui sont en train de produire actuellement des œufs. Et je crois que si, avec cette décision, on peut tenir un peu dur, ça va prendre de l'envol et les jeunes qui se disent chômeurs ou en tout cas en perte de vitesse vont se retrouver et ça coquine quand même à leurs activités d'agriculture. Ok, très bien. L'importation là, certainement que le gouvernement, les autorités ont eu à fouiller pour savoir qui est ou qui sont ceux qui sont à la base de cette importation. Certainement, il y a une enquête qui sera faite, mais nous, ici, on peut se poser la question de savoir, mais si en tout cas, ces produits frelatés, incriminés rentrent au pays, c'est forcément par voie terrestre. Donc, il y a nécessité de situer les responsabilités. Certainement, est-ce qu'il n'y a pas une autorité derrière ça? Est-ce qu'il n'y a pas des responsables autour de ça? Oui, c'est vrai, il doit y avoir forcément des gens, parce que les œufs ne peuvent pas quitter leur pays d'origine pour venir au Bénin tant qu'il n'y a pas d'importateurs. Il y a des acteurs, dans ce système, il y a des acteurs qui sont connus, mais seulement ici, selon le communiqué, c'est que ces acteurs-là ne respectent pas les règles en la matière. Surtout, il y a un arrêté de 2005 qui cadrait beaucoup plus ce commerce-là, ce qui n'est pas respecté. Je crois que c'est une interdiction qui vient corriger une situation sur deux plans. Il y a d'abord le plan sanitaire, où sur le plan de la santé, on parle des pays qui sont touchés par la grippe aviaire. Vous savez que ces volailles-là, ces œufs-là, même on est allé jusqu'au niveau des poussins. On sait comment est-ce que dans nos villes, on circule avec des poussins en carton. Je ne sais pas comment est-ce que c'est produit, mais on voit des gens qui circulent avec des poussins en carton en train de vendre 100 francs, 100 francs l'unité. Voilà. Et ça pose un problème quand on parle de la grippe aviaire, ça concerne beaucoup plus ces volailles-là. En dehors de ça, il n'y a que sur le plan économique, le doigt l'a dit tout à l'heure, il y a la production locale. Le protectionnisme économique doit être de mise au Bénin, sinon on ne va pas au développement. L'import-export a fait ses limites, on le sait. Donc il faudrait que la production, la consommation soit valorisée. Et je crois que ça doit passer par le protectionnisme économique, où vous devez promouvoir la production locale, la consommation locale, au détriment de l'import. Et c'est cet arrêté, cette interdiction, ma foi, vient corriger cela, que sur le plan sanitaire, nous ne pouvons pas gérer encore une grippe aviaire ajoutée à la Covid-19. Le Bénin n'a pas encore ces moyens. Donc, on doit regarder ce côté-là, que la santé de nos populations doit beaucoup plus peser dans la balance quant à l'intérêt que feraient ces importateurs. À côté de ça, il faut promouvoir la production locale, aider les jeunes à beaucoup plus améliorer. Regardez,
Moi j'ai un cas qui me fait rire chaque matin. Le monsieur, il produit, il fait de l'élevage. Mais sa femme, elle vend de la nourriture, mais celle-là va acheter des œufs au dehors pour venir faire son petit commerce. Parce que certainement, ces œufs coûtent beaucoup plus moins cher que ce que son mari vend. C'est gauche, c'est très gauche, parce que les œufs incriminés cette fois-ci, c'est des œufs qui coûtent à peine 50 francs sur le marché. Or, la production locale, c'est au moins 100 francs, ou 3 pour 250. Vous voyez, je crois qu'on doit beaucoup plus travailler la tête des Béninois à se tourner vers la consommation locale, à aider les importateurs à se convertir, parce que l'import-export, ma foi, est en train de faire ses limites, en train de montrer ses limites, et nous devons travailler à ce que la production, à ce que le Made in Bénin puisse être valorisé au détriment de l'import. Et là-dessus, il y a beaucoup d'efforts qui se font aujourd'hui pour aider les jeunes dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir que la qualité soit, parce que c'est aussi ça, si la qualité n'est pas de mise, la consommation ne serait pas. Donc je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui se font aujourd'hui pour aider les jeunes à produire la qualité, la quantité, et pour satisfaire le besoin local. Et Donald Arrossi, il y a un accompagnement qui est réservé donc à tous ceux qui sont, en tout cas dans tout ce qui est ferme, la production avicole, la pisciculture, tout ce qui concerne ce domaine. Et ils sont nombreux aussi, Béninois, à avoir des fermes, mais qui produisent énormément, qui ont des pondeuses, des poulets chers de bonne qualité, et qui sont accompagnés, qui travaillent. Est-ce qu'il ne faudrait pas accentuer l'accompagnement de ces gens-là et aussi encourager les jeunes qui sortent des centres d'incubation, projet Songhai, etc., et même des lycées? Oui, chez nous, nous ne manquons pas de jeunes, des jeunes outillés et formés dans le domaine de l'élevage. Et on en a assez. Il y a des centaines de jeunes qui sortent de nos facultés et écoles d'agronomie. Il y a des milliers qui sortent des lycées agricoles au Bénin. Mais pourtant, il y a toujours ce problème d'autonomisation, de prise en charge de ces jeunes pour qu'ils puissent contribuer effectivement à la production de viande qui est destinée à la consommation locale. D'où il faut régler des préalables. Raison pour laquelle je voudrais revenir un peu sur ce que Sylvain Etchou disait tout à l'heure pour situer le contexte dans lequel l'arrêté interministériel a été pris en 2005. D'abord, tout est parti d'un mouvement de protestation des producteurs locaux, les agriculteurs locaux. En 2004, ils ont fait un sit-in sur le ministère de l'élevage et de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche d'alors pour décrier la concurrence déloyale que leur font ces importateurs de œufs de table. Et du coup, après ça, l'année qui a suivi, en décembre 2015 et en décembre 2005, 3 ministères ont signé un arrêté, le ministère de l'élevage, le ministère du commerce et le ministère de la santé, pour interdire temporellement l'importation de ces œufs de table, de ces poussins et aussi des volailles congelées. Et tout ça pour permettre à ce que les producteurs locaux puissent reprendre du souffle et aussi contrôler l'aspect sanitaire qui nous amène aujourd'hui à faire un rappel, parce qu'il s'agit d'un rappel. C'est quelque chose qui est en vigueur depuis 2007, ça veut dire que ça fait 15 ans que c'est en vigueur, mais qu'on n'applique pas. Donc, ils ont pris l'arrêté pour quand même permettre à ce que les producteurs locaux puissent retrouver du souffle. Mais on a constaté que 10 ans après, parce que en février 2015, l'interprofessionnel des agriculteurs est remonté au créneau pour décrier le fait que cet arrêté n'a pas été mis en vigueur. Et le dégât, c'est que en 2014, ils ont été obligés de mettre à terre 13 000 plateaux d'œufs, ce qui leur a coûté plus de 700 millions de pertes. Vous imaginez 13 000 plateaux d'œufs. Et ils ont enregistré plus de 700 000. Et c'est ce qu'ils ont pu constater. Parce que c'est une estimation. C'est énorme pour un pays comme le nôtre. Et nous avons quand même des exemples dans la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont réglé ces préalables dont je parlais. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, ils ont pris des mesures pour d'abord
permettre à ce qu'il n'y ait plus de concurrence déloyale. Ils ont influencé le prix des produits importés. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont pris des mesures fiscales et douanières pour faire de telle sorte que les produits qui viennent de l'extérieur aient presque le même prix que le produit qui est produit localement. Mais plus que le citoyen lambda sait que ce qui est produit chez lui, là, les yeux sur ça, il sait que c'est ça qui est bon et que les deux produits reviennent au même prix. Là, il est obligé de choisir ce qui est fait au pays. Et après, maintenant, c'est-à-dire que l'État s'est investi à leur alléger le coût de production, c'est-à-dire les engrais, tout ce qui entre dans le système de production d'élevage, les revenait très cher. Ils ont installé des usines de production d'engrais et des centres d'encadrement aux jeunes pour leur permettre de faire des productions beaucoup plus efficientes pour avoir gain de cause. Et à long terme, on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, que la production, c'est-à-dire l'importation de volailles a énormément diminué et c'est la production locale qui a connu un boom. Et du coup, beaucoup de ces jeunes qui sortent des universités, des lycées d'agronomie ont commencé par s'investir rigoureusement et effectivement dans l'entrepreneuriat, dans l'élevage. Et c'est-à-dire c'est le chômage qui a reculé, c'est de la plus-value qu'on a non seulement créée pour l'État, mais aussi pour la population. Et aussi, on a réglé non seulement un problème de santé, mais un problème économique aussi. Je pense que nous devons aller à l'école de ces pays et prendre ces exemples. Parce que quand vous discutez avec nos jeunes aujourd'hui, qui sortent beaucoup plus des universités, d'abord, ils ont un problème de ressources financières pour pouvoir commencer ces productions parce que ça nécessite beaucoup de dépenses pour faire l'installation, le minimum même pour commencer. Mais de l'autre côté aussi, ils ont un problème sur le marché, c'est-à-dire que leurs produits ne sont pas consommés. Parce que quand après production, quand ils calculent le coût de revient, voilà, ça dépasse le prix qui est proposé sur le terrain. Très bien. Les produits locaux ne sont pas suffisamment consommés. Est-ce que là, c'est pas une question d'orientation, de sensibilisation des Béninois par rapport à ce qui est produit, que les gens comprennent qu'effectivement c'est déjà produit ici au Bénin? Nous allons si vous permettez, je réagis rapidement sur cet aspect. Il a la question de coût d'opportunité. C'est-à-dire quand un citoyen veut acheter, il regarde son pouvoir d'achat. Donc, quand il peut prendre un œuf à 75 francs, ce qui est importé, et que ce qui est produit chez lui revient par exemple à 100 francs ou 125, ne lui demandez pas de prendre ce qui est à 75 francs parce que c'est forcément c'est produit chez lui. Il n'est pas si patriote que ça parce qu'il a un aspect qui le contraint, c'est le pouvoir d'achat. Donc nous devons non seulement œuvrer à réduire le coût de production pour que ce qui est produit localement revient moins cher aux citoyens lambda et l'amener maintenant à prendre conscience que ce qui est produit chez lui aussi c'est de qualité pour qu'il puisse consommer. Monsieur DP Mathias Soussou. Oui, je vais rebondir sur l'exemple de mon ami là d'abord qui a parlé d'un agriculteur dont la femme vend à manger, qui est obligé d'aller acheter les œufs au marché. Vous savez, il y a certains vendeurs, il y a des importateurs effectivement dans le pays. Quand vous allez acheter des œufs chez eux, ils vous demandent importer ou bien produire localement. Les œufs importés, vous allez le voir, c'est un peu plus gros que les œufs produits chez nous. Alors que c'est presque les mêmes poules qui pondent les œufs. Puisque les producteurs d'ici, les producteurs de table d'ici, s'approvisionnent pour la plupart au Nigeria, au Ghana et aussi au Bénin parce qu'il y a un centre avicole ici qui produit les poules pondeuses là. Et vous prenez, pour le Nigeria par exemple, c'est un peu un peu en baisse que le prix du Bénin. Mais dans l'élevage, au cours de l'élevage, vous constatez que le produit qui est fait au Bénin est plus résistant que ce qui est venu d'ailleurs. Une poule pondeuse, par exemple, quand vous prenez un poussin pour élever jusqu'à terme, pour produire des œufs, la poule coûte à peu près 13 000 ou 17 000, comme ça. Et au Nigeria, par exemple, quand vous venez, le recyclage, par exemple, d'une poule pondeuse, quand vous allez au Nigeria pour vous approvisionner, c'est à partir de 5 000 ou 7 000 naira. Alors que chez nous, au Bénin, ici, c'est 2 500 en fin d'année.
Il faut faire la comparaison. Les autres qui ont produit des œufs là-bas, avec ces poules, comment ils ont pu avoir des œufs qu'ils vendent au Bénin moins cher que ce qui est produit au Bénin ici, et qu'à la fin, on vend par exemple la poule recyclée à 2500 ici, alors que c'est à 5000 ou 7500 naira, ce qui va déjà à 4000 ou 5000 francs chez nous ici, si on veut acheter. Voilà. C'est là où se trouve le problème. Est-ce que les œufs qui sont vendus là, qui sont importés là, sont véritablement des œufs de poule qu'on vend au marché? Quand vous prenez les œufs qui sont importés, il y en a, quand vous les prenez, quand vous faites cuire un œuf, et que vous cassez les œufs importés, vous cassez après la coquille là, il y a une petite membrane là, blanche là, qui entoure même l'œuf. Et il y a comme du sachet plastique là qui entoure cela. On a vu comment les gens fabriquent les œufs là qui nous envoient. Et ça fait que celui qui achète le poussin, qui l'élève jusqu'à production après 18 mois, il trouve que la production n'a pas donné ce que ça doit. Alors que celui qui produit en principe, le gouvernement a bien fait en tout cas d'attaquer ce domaine-là pour financer les jeunes à produire des œufs. Vous regardez, moi j'ai grandi à Godomé, à Bokodi, là j'ai connu le centre avicole d'Abokodi. Et M. Adjovi, paix à son âme, qui n'est plus là aujourd'hui, mais il fait partie des premiers producteurs d'œufs de table au Bénin ici. Mais quand vous les voyez aujourd'hui, vous voyez en tout cas ce qu'il a réalisé comme héritage qu'il a laissé aux enfants, ce n'est pas petit à faire. Ceux qui sont dans ce domaine-là, ils ont tellement évolué, ils ont de l'argent dans le pays. Alors que les autres qui sont venus après ont ouvert les yeux sur l'extérieur et ils ne veulent même plus se gêner pour produire et ils cherchent seulement à ramener pour racketter les populations, puisque c'est une sorte de rackettage qu'ils font aux populations en important des œufs pour venir vendre, alors que le vrai qu'on doit vendre à la population, que la population doit consommer, est encore là et on laisse et on leur propose d'autres choses. Le jeune qui produit ces œufs-là aujourd'hui, s'il arrive à vendre normalement, il va se prendre en charge, il va prendre ses parents en charge, il y a des frères, il y a des amis, en tout cas qu'il peut encore aider à s'orienter, qu'il peut aider à orienter dans le domaine. Voilà que l'importation vient avilir tout le travail que lui est en train de mener depuis la base. Et de ce fait, cette importation vient aussi donner du plomb dans l'aile du gouvernement qui est en train de chercher à sauver la jeunesse par ce biais-là. Moi, je ne comprends pas. Le gouvernement, même quand on dit que c'est à cause de la grippe aviaire, là, moi, je dis ça ne doit même pas être à cause de la grippe aviaire qu'on doit sortir une décision comme ça. On doit interdire l'importation. On doit interdire carrément l'importation. Pourquoi le Burkina n'importe pas des œufs que nous produisons ici? Le Burkina est assis parce qu'ils ont déjà pris des mesures pour barrer cette voie-là. Il n'y a pas un Burkinabé qui va importer des œufs chez nous au Bénin. On a un centre à Saint-Mépodi qui produit les poules pondeuses. Pourquoi ne pas les acheter ici? On préfère acheter, c'est la mentalité du Béninois, on préfère acheter ce qui vient de l'extérieur, alors que ce qui vient de l'extérieur n'est pas nécessairement meilleur à ce qui est produit chez nous ici. Et le système est comme ça, et puis on s'y plaît. Mais je dis encore une chose, le gouvernement a bien fait de mettre un frein à cela. L'importation n'a qu'à quand même cesser, surtout pour les œufs de table que nous produisons au Bénin. Il y a certaines choses, la viande. Regardez, le Nigeria, comment le Nigeria courait pour venir acheter les croupions de dinde à Saint-Mépodi là. Depuis qu'on a mis fin à ça, ils vont penser à autre chose. S'ils s'en produisaient assez, pourquoi ils couraient pour venir chercher ces genres de choses-là ici? Le riz qu'on a refusé d'importer. S'ils en produisaient là-bas, pourquoi ils venaient en chercher ici? Ils sont plus de 120 millions d'habitants. Ils n'arrivent pas à s'autosuffire. Et pourquoi nous, on va se greffer à eux? En principe, c'est l'effet contraire qui devait se produire. C'est nous qui devions produire des œufs, des trucs qu'on devait leur vendre ici, là-bas pour profiter. Mais c'est là-bas qui nous nourrit encore ici. Je crois que c'est vraiment dommage. C'est vrai, tout. Non, le gars l'a bien souligné. Vous savez, on doit beaucoup plus travailler à ce que pour changer un peu la donne. Changer la donne ici, c'est travailler. Le Bénin, de par sa position, est un pays de service. Nous devons produire et servir les autres qui nous entourent. Parce que les pays qui nous entourent sont des pays qui expriment des besoins à quoi nous on doit penser et solutionner, histoire de leur proposer des solutions
quitte à nous maintenant d'en tirer profit. Et c'est à ça que l'on va certainement à travers ces mesures-là. Et donc, pour encourager la production locale, pour encourager la jeunesse à s'investir dans ces productions, à encourager leur production dans le domaine, je crois que le gouvernement a encore à faire. Ici, c'est que quand on prend l'élevage, la production des œufs de table et tout, il faut un domaine. Quand je prends un jeune qui sort d'un lycée aujourd'hui, vous voulez évoquer le problème de terre, c'est ça? Forcément. Disponibilité de terre. Disponibilité de terre. Parce qu'il faut avoir des domaines pour pouvoir installer une telle production. Donc, on doit aller encore un peu en avant en assouplissant des mesures pour que des jeunes puissent avoir accès aux terres, puissent avoir accès aux intrants, puissent avoir même accès au financement. Parce que ça fait aussi appel à cela. Donc, que le gouvernement soit encouragé dans ce qui se fait actuellement, mais à beaucoup plus continuer à voir les possibilités qu'il puisse offrir à la jeunesse pour pouvoir que la production locale puisse prendre. Et ça passe forcément par ces barrières qu'on met en interdisant certaines importations qui viennent nuire la production locale. Surtout et donc, que c'est une loi qui date de très longtemps. De très longtemps. Déjà, et pourquoi connaissent ces mêmes et c'est là la question encore. Pourquoi depuis 15 ans, Donald le rappelait tantôt, des gens peuvent contourner ça. C'est ça le génie béninois. Il y a toujours une manière. C'est pas qu'ils ont contourné, c'est parce qu'on n'a pas mis de la rigueur pour appliquer ça. D'accord. Donc pourquoi n'y a-t-il pas de rigueur? Ça, et là, vous interpellez les autorités. Et je crois que les Béninois doivent se frotter aussi. Je disais tantôt qu'il faut situer les responsabilités. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit beaucoup plus se frotter les mains parce qu'on sait la rigueur qui caractérise le gouvernement actuel quant à la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Et là-dessus, je crois, ça ne va pas fléchir. On doit s'attendre de beaux jours à cet arrêté-là qui date de 2005 et qui est revenu sur table aujourd'hui pour pouvoir cadrer le secteur et permettre à ce que la production locale puisse prendre de boom comme les pays que Donald citait tantôt pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que le Bénin puisse devenir un pays exportateur des œufs de table et de viande. Oui, Donald a des choses à oui, la suite à donner à cette mesure est très importante parce que aujourd'hui, c'est une situation sanitaire qui nous a amené à rappeler et à donner désormais du prix à la mise en œuvre, à l'application de cet arrêté. Mais avec le temps, qu'est-ce qui adviendra? Est-ce qu'aujourd'hui, on veut rentrer dans la dynamique économique pour franchement booster la production locale? Là, il faudra maintenant prendre d'autres mesures. Parce que si aujourd'hui, la demande locale n'est pas dans les mois à venir satisfaite, c'est-à-dire qu'on va assister à un effet, c'est-à-dire de la spéculation. Donc, les œufs produits sur le plan local risquent de connaître une flambée de prix. Alors, ce qui ne serait pas trop bien. Du coup, il faut évaluer à peu près déjà ce que nous avons en termes d'offres sur le marché, en termes de quand on parle d'offres, c'est-à-dire la production locale, ce qu'il en est aujourd'hui, et ce qu'on veut faire de cette mesure. Si c'est une mesure qu'on veut quand même appliquer de façon rigoureuse, il faut désormais donc identifier des pôles, c'est-à-dire des coopératives, des jeunes, pour quand même les inciter à la production, à les outiller en grande quantité, à une échelle industrielle. Et là, il faut leur trouver des fonds, parce que dans d'autres pays, il y a des fonds d'aide à l'agriculture, il y a les banques qui financent l'agriculture. Nous devons aussi penser à cela, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas installer quand même, je dirais, une production d'élevage sans le minimum, parce que non seulement il y a le matériel, il y a la matière première, il faut nourrir ces poussins sur le long terme, surtout quand c'est des pondeuses, ça revient très cher, il faut les nourrir des fois sur 6 mois pour commencer par recueillir les fruits. Alors, les gens qui sortent nouvellement des universités, des lycées, n'ont forcément pas ces moyens. Donc, nous devons non seulement repenser notre politique en matière de production de volailles, de table, et savoir là où nous voulons aller. D'ici 10 ans, est-ce que nous voulons être autonomes en matière de production de table? Nous devons nous dire des vérités et faire des projections. Parce que on dirait que c'est un arrêté qui a été pris en 2005 juste pour les contenter, pour dire, bon, vous avez créé, vous avez fait des manifestations, alors voilà, on a sorti un arrêté, allez, calmez-vous. Mais depuis,
15 ans, rien n'a été fait. Les gens ont été obligés de sortir encore en 2015 pour montrer ce qu'ils vivent sur le terrain. C'est plus de 700 millions de pertes et 13 000 plateaux. Ça veut dire qu'ils produisent assez, mais personne ne les regarde. Nous allons très rapidement faire le tour de table par rapport aux deux questions parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons, Sylvain et Joub, votre mot de fin, conclusion par rapport aux deux sujets abordés ce matin. Oui, par rapport aux deux sujets, je crois que nous devons saluer notre gouvernement, nous devons saluer les autorités actuelles qui, en dehors d'assurer le quotidien, d'assurer la gestion quotidienne des affaires publiques, pensent au lendemain, pensent en un thème. Parce que quand je parle de l'un thème, c'est par exemple sur le rappel qui est fait sur l'arrêté interdisant l'importation des œufs, là, pour dire qu'il y a des gouvernants qui se soucient de la santé publique, qui se soucient de l'économie nationale. Et donc, de l'autre côté, aller également saluer les honorables députés par rapport à la loi votée pour pouvoir permettre à ce que nos sociétés d'État puissent se sentir mieux gérées. Aujourd'hui, nous savons combien de directeurs généraux de par le passé qui croupissent aujourd'hui dans nos prisons parce qu'en temps, ils ont eu à faire des malversations et qu'un gouvernement est venu constater qu'il ne veut pas laisser les choses à l'État. Donc, je crois que c'est pour également sauver nos cadres parce que quand le cadre qui est sur place, quand le mur n'est pas fendu, je crois que les gens ne tireraient pas de trucs. Merci beaucoup. Merci, Donald Arossi. Oui, je pense que nous devons maintenir la veille parce que c'est de notre rôle de rappeler à l'autorité ce qu'il est de mise, surtout en ce qui concerne la production locale de table. Et donc, les demander d'aller au-delà de ce rappel parce que c'est un ancien arrêté. Donc, d'aller au-delà de ça et de prendre des mesures idoines parce que nous avons assez de jeunes qui sont prêts pour s'investir dans ce domaine. Nous avons la capacité, nous avons le potentiel qui est là. L'État se doit de les accompagner, de mettre les moyens à leur disposition, de les encadrer pour que nous finissions avec l'importation de tables. Nous avons la capacité. L'État a gagné, la population a gagné, l'économie nationale a gagné. Donc nous devons définir une vraie politique en matière de production de table et travailler pour ça, pour que d'ici peu, non seulement nous puissions satisfaire la demande locale et aussi, par la grâce de Dieu, dès que les frontières nigérianes seront ouvertes, nous puissions aussi exporter de l'autre côté pour faire assez de devises. Pourquoi pas? Certainement que Donald Arossi a aussi un ferme de 10 hectares quelque part qui est en train de produire des œufs. Monsieur Mathias Ossou. Non, ouais, moi, j'ai l'impression que le gouvernement est en train de foncer. Et moi, souvent, il y a une adage qui dit que c'est là où on trébuche là, qu'on regarde, qu'on ne voit pas là où on est tombé. C'est ça. Et les députés, en votant la loi qui réglemente désormais la création des sociétés d'État, ont certainement vu ce qui n'allait pas dans le passé pour faire opérer des réformes actuelles. Je crois que ce serait peut-être pour le bonheur de notre pays et pour surtout les gérants de nos différentes sociétés d'État qui vont naître désormais ou bien qui sont en train d'être créées. Et je crois là c'est déjà très bon d'opérer cette réforme-là. Maintenant, quant au problème d'importation des œufs de table, je crois que le gouvernement est en train déjà de faire l'essentiel. Parce que il y a des jeunes, effectivement, ce n'est pas nécessairement des jeunes sortis des universités qui sont prêts à aller dans les fermes pour aller produire des œufs. Il y a des jeunes qui sont sur le terrain, qui ont fini depuis, qui sont là, le petit métier, qui se sont organisés, qui étaient déjà dans le domaine, qui n'ont pas de soutien. Le gouvernement est allé à leur secours. Il y a des cadres, il y a des projets qui sont financés dans les cadres pour leur donner de l'argent pour aller s'installer dans le domaine. Et ils le font déjà. Et cette interdiction d'importation est venue pour quand même les soulager. C'est pourquoi moi j'applaudis cette décision. Il ne sert à rien de financer, de mettre de l'argent dans la production locale et de permettre encore l'importation des mêmes produits pour le pays. Et c'est en cela que je salue la décision du gouvernement. Sa fermeté à tenir dans cette décision pour faire respecter l'arrêté aux populations et aux importateurs qui, indélicats je dirais, qui continuent de faire cette activité malsaine. Voilà, une décision qui a été prise et déjà deux
responsables de ces structures étaient face à la presse hier, le directeur du commerce et le directeur de l'élevage, comme pour dire c'est très sérieux, faites attention. Plus d'importation interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. Il n'y aura plus possibilité de contourner ces différentes décisions. Merci, chers invités, d'être là. Mathias Sossou, je rappelle, directeur de publication du quotidien Le Gongonneur, Sylvain Ichou, journaliste, enseignant, et Donald Arrossi, économiste et puis aussi journaliste, directeur de publication du quotidien en ligne Bénin Toro. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTL.